Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cet atelier sur le thème EIC Accelerator, les clés pour une candidature européenne gagnante. Alors, je vais vous présenter quelques informations avant de démarrer. Didier, si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, on est en configuration réunion ce matin. Donc, merci de couper vos micros et vos caméras lorsque vous ne prenez pas la parole. Par contre, nous aurons des temps de questions-réponses. Et comme on est un petit groupe, vous pourrez lever la main éventuellement pour demander la parole et poser vos questions à l'oral. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions à l'écrit dans l'onglet discussion. Et si à la suite de cet atelier, vous avez encore des interrogations sur le IC Accelerator, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous en nous envoyant vos questions par email. Vous aurez nos contacts à la fin de la présentation. On vous enverra la présentation par mail et ce webinaire est également enregistré et sera disponible en replay. Vous pouvez passer à la slide suivante, Didier, s'il vous plaît. Donc cet atelier est organisé par le réseau Noé Bretagne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un réseau régional qui comporte une trentaine de structures d'accompagnement des entreprises et des chercheurs vers les projets européens de recherche et d'innovation. Donc, on organise régulièrement des ateliers de ce type pour sensibiliser et informer les entreprises et les chercheurs bretons sur les dispositifs européens. On a notamment organisé une série de webinaires récemment pour le lancement d'Horizon Europe en Bretagne. Donc, à la manœuvre de cet atelier aujourd'hui, nous sommes deux organisations. Vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous sommes deux organisations, les 7 technopoles de Bretagne et Bretagne Développement Innovation. Donc, ce matin, je vais représenter les 7 technopoles. Donc, je suis Pauline Presse, je fais partie de l'équipe Europe des 7 technopoles. On porte en fait une mission d'intérêt général Europe, à destination des entreprises innovantes bretonnes qui souhaitent déposer un projet européen de recherche et d'innovation. Donc, on est situé à Brest et Quimper dans l'équipe, on est 3 personnes et on va accompagner donc, les entreprises de toute la région en lien avec les technopoles locales. Donc, on peut apporter du conseil gratuit aux entreprises sur la recherche d'un dispositif européen, sur la structuration du dossier et puis aussi sur la relecture critique du dossier. On va travailler donc de façon étroite avec les autres membres du réseau Noé Bretagne. On propose notamment des rendez-vous communs aux entreprises, donc notamment avec Bretagne Développement Innovation. Et je vais laisser Pierre Servel présenter rapidement aussi Bretagne Développement Innovation et le réseau EEN. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole, Pauline. Donc, moi, je suis Pierre Sarrel. Je travaille à Bretagne Développement Innovation. Et donc, notre agence, c'est l'agence de développement économique de la région Bretagne. Et donc, notre agence est membre à la fois du réseau Noé Bretagne et aussi d'un réseau européen qui s'appelle Enterprise Europe Network. Et dans ce cadre-là, notre mission est un peu similaire à la mission des technopoles. Donc, on va accompagner les entreprises à tout ce qui est, à toutes les questions liées au financement européen pour mieux les orienter sur les projets et les financements qui sont les plus à même à répondre à leurs projets. Et la particularité du réseau entre EN, c'est qu'on peut aussi également vous aider à trouver des partenaires au niveau européen pour monter vos projets. Voilà. Et je serai votre modérateur pour les questions-réponses à l'occasion de ce webinaire. Parfait, merci Pierre. Alors, on peut passer rapidement au programme de la matinée. Donc, on aura comme intervenant Didier Guénoc, qui est expert évaluateur auprès de la Commission européenne et qui travaille depuis 3 ans sur l'évaluation des dossiers à la fois instruments PME auparavant et aujourd'hui EIC Accelerator. Et il travaille également pour un cabinet conseil pour la gestion d'investissements en capital. Donc, cet atelier se veut pratique pour vous donner des conseils sur le dossier de candidature EIC Accelerator. On ne va pas rentrer dans une présentation détaillée de l'outil EIC Accelerator, mais je vais rappeler les grandes lignes en introduction. Et ensuite, Didier rentrera dans le cœur du sujet, donc vous présentera tout d'abord le processus de sélection qui évolue un petit peu avec le nouvel outil EIC Accelerator.
et on rentrera aussi dans le cœur du dossier de candidature. Il vous donnera des conseils pratiques pour améliorer vos chances de succès. Et donc, on aura aussi des temps de questions-réponses, donc un premier temps après la présentation de l'EIC et un deuxième temps en fin d'atelier. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et à les préparer en amont tout au long du webinaire. Alors, qu'est-ce que l'EIC Accelerator? Donc, il s'agit d'un dispositif qui fait partie de l'EIC plus largement. Donc, l'EIC, c'est le Conseil européen de l'innovation. L'objectif de ce Conseil européen de l'innovation, c'est clairement affiché par l'Union européenne, c'est de faire de l'Europe le leader de l'innovation, donc à travers le soutien à l'innovation de rupture. Donc, ce qu'on entend par innovation de rupture, c'est mettre sur le marché une innovation radicalement nouvelle qui va créer soit un nouveau marché ou disrupter un marché existant. Et l'autre objectif de l'EIC, c'est de réduire le risque grâce au soutien justement de l'Union européenne pour porter sur le marché ces innovations de rupture. Donc, le Conseil européen de l'innovation va représenter quand même une partie importante du nouveau programme cadre Horizon Europe. Si vous connaissez un petit peu ces programmes et comment ils sont organisés, le Conseil européen de l'innovation, ce sera l'un des 3 piliers d'Horizon Europe. Il va avoir un budget de près de 10 milliards d'euros pour les 7 années à venir. Et donc, l'EIC comporte différents outils qui vont avoir le même objectif, donc soutenir l'innovation de rupture. Donc, l'EIC Accelerator est l'un de ces 3 outils. Ça va être le même objectif, mais ces 3 outils vont supporter des projets à des stades de maturité différents. Donc, vous avez tout d'abord le Pathfinder qui va vraiment là financer des projets très amont sur des échelles TRL assez basse, donc de l'idée de projet échelle TRL 1 à 2 jusqu'à l'échelle TRL 4, donc jusqu'à la preuve de concept. Ensuite, vous allez avoir l'EIC Transition qui va permettre justement de faire la liaison entre le projet qui arrive à la preuve de concept et le niveau de maturité suffisant pour l'EIC Accelerator, d'où son nom EIC Transition. Je ne rentre pas trop dans le détail de cet outil car en 2021, il ne va pas être ouvert largement. Il va être réservé uniquement à des projets déjà lauréats de financement européen. Il sera ouvert plus largement par la suite. Et enfin, donc, le dispositif phare de l'EIC, c'est l'EIC Accelerator qui va avoir le budget le plus important, hein, l'EIC Accelerator. Et là, il va financer des projets un peu plus matures, donc qui vont avoir un niveau d'échelle TRL minimum de 5-6 au début du projet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà un prototype qui fonctionne dans un environnement représentatif. Voilà un petit peu les grandes lignes de l'EIC. Et si on rentre un peu plus dans le détail de l'EIC Accelerator, donc à qui il s'adresse? Il va s'adresser en priorité uniquement à des monobénéficiaires, donc ce sera un dépôt seul, ce qui est une particularité par rapport aux autres appels à projets européens. Généralement, il faut déposer en partenariat. Vous pouvez déposer en tant que personne physique, donc en antécréation. C'est une nouveauté. Vous pouvez déposer si vous êtes une start-up ou une PME. Et ça va être également ouvert aux ETI, aux petites ETI, mais uniquement là pour la partie investissement equity. Je reviendrai par la suite sur les modalités de financement. Mais voilà, pour obtenir la subvention, par contre, il ne faut pas être une ETI et avoir toujours le statut de PME. Pourquoi? Ça va permettre donc de financer des innovations de rupture proche marché qui ont un fort potentiel de croissance, notamment de croissance à l'international. Ça, il va falloir le montrer dans le dossier. Et c'est pour des projets risqués, donc qui ont vraiment besoin du soutien de l'Union européenne pour se lancer sur le marché et que le soutien uniquement du secteur privé ne serait pas suffisant. La nouveauté aussi avec le EIC Accelerator, c'est qu'il va y avoir 2 types d'appels à projets différents. Les appels à projets open, donc là, qui reprennent l'ancienne mouture de l'EIC Accelerator pilote, où là, c'était ouvert à tout type d'innovation, donc pas du tout thématisé. Et il va y avoir également des appels à projets dits challenge, là qui seront thématisés. Donc cette année, pour 2021, il y a 2 thématiques qui sont déjà publiées. Donc la thématique Green Deal pour les innovations vertes et la thématique à la fois de technologie digitale et de santé.
Donc là, vous pouvez retrouver tout le détail dans les textes de l'appel à projet qui sont déjà en ligne sur le site de la Commission européenne. On vous a mis les liens dans les liens utiles à la fin de la présentation. Donc vous pourrez voir exactement quelles technologies sont attendues. Et donc, on connaît les dates de dépôt pour ces appels à projets. Donc, on a une première date le 9 juin et une deuxième date le 6 octobre 2021. Et donc, ces appels seront ouverts sur ces 3 thématiques, Open, Challenge Green Deal et Challenge Technologie Digitale et de Santé. Enfin, sur le IC Accelerator, la durée du projet est entre 12 et 24 mois. Et sur les modalités de financement, donc, vous avez principalement 2 types de financement possibles, soit le financement mixte, donc là, vous allez avoir une partie subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros, qui va financer le projet à hauteur de 70%, et une partie investissement au capital qui va là apporter donc une prise de participation au capital entre 500 000 euros et 15 millions d'euros. Vous pouvez aussi demander uniquement la subvention, mais là, ça va être sur cette nouvelle version plutôt par dérogation, c'est-à-dire qu'il va falloir démontrer comment vous financez après la phase de commercialisation, donc après l'échelle TRL 8. Si vous demandez la subvention seule, il faudra par exemple montrer que vous allez faire appel à un investisseur privé pour la suite, ou que vous pouvez mener à bien cette commercialisation seule. Ensuite, concernant plus précisément la partie investissement, donc il va y avoir un fonds d'investissement européen donc, qui est déjà existant, qui s'appelle l'EIC Fund, et qui va investir directement dans les entreprises, les PME lauréates de l'EIC Accelerator. Donc, la particularité de cet EIC Fund, c'est qu'il va rester minoritaire dans le capital de l'entreprise et il va investir sur la durée. Donc, en moyenne, entre 7 et 10 ans, il va rester au capital entre 7 et 10 ans. Le processus va être quand même assez similaire à une levée de fonds classique. Là, il va falloir rentrer dans un processus de due diligence une fois que vous serez lauréat, qui va durer quand même quelques mois et qui sera fait en parallèle du projet subventionné. On a aussi une logique de co-investissement public-privé, donc c'est-à-dire que l'Union européenne va investir directement dans l'entreprise, mais il va falloir apporter un co-investissement privé équivalent à l'investissement européen. Donc ça, il va falloir l'avoir en tête aussi quand vous déposez. Vous pouvez venir avec votre investisseur privé que vous avez déjà identifié auparavant, mais l'Union européenne peut aussi vous mettre en relation avec des investisseurs privés si vous n'en avez pas. Donc voilà, en quelques mots, l'introduction sur ce qu'est le IC Accelerator. Et maintenant, je vais passer la parole à Didier qui va vous détailler un petit peu plus le dossier de candidature et le processus de sélection. Merci Pauline. Bonjour à vous tous et je voudrais d'abord vous remercier pour votre intérêt pour cet événement. Donc Pauline a dit tout à l'heure que j'étais expert auprès de l'EIC Accelerator. Effectivement, j'ai à peu près fait une cinquantaine ou même plus d'une cinquantaine d'évaluations pour l'EIC Accelerator. Je crois que pour cette présentation, il est important de comprendre qu'un expert est indépendant de l'EIC Accelerator. Je ne suis pas employé par l'EIC Accelerator ni par la Commission européenne. Je fais partie d'un pool d'experts, plusieurs centaines d'experts qui donc mènent ces évaluations pour l'EIC Accelerator. Et donc, cet événement, l'objectif de cet événement est d'accroître vos chances de sélection en partageant avec vous mon expérience en tant qu'expert, ce que j'ai vu qui était plutôt bien, qui n'était pas terrible dans les dossiers que nous avions. Et je vais d'abord commencer par regarder quelques facteurs qui pourraient influencer vos chances de sélection et des facteurs plutôt globaux. Le premier étant bien évidemment celui de la localisation de votre société. Alors, si vous regardez cette slide, ce qui représente l'activité de financement au niveau européen en quelques chiffres, entre 2014 et 2020, de l'EIC Accelerator et du mécanisme qui était avant l'EIC Accelerator. Ces deux mécanismes européens ont investi à peu près 2,9 milliards d'euros dans 5 800 sociétés projets en Europe. Et vous voyez que la France est la deuxième destination en termes de montant,
investis, avec à peu près une part proche de 10% du montant global investi et à peu près 6,5% donc de sociétés investies, avec 368 sociétés. Alors, ce chiffre va de 2014 à 2020. Pour vous, en tant qu'entreprise française, et même une meilleure nouvelle, c'est que quand on regarde les appels d'offres ou les appels à projets récents, la France a plutôt tendance à être la première dans le classement en termes de montants reçus. Alors, je parle souvent avec des gens qui sont actifs sur d'autres marchés et beaucoup, en vérité, traduisent cette performance de la France aux efforts faits par les institutionnels, les réseaux comme Réseau Noé, avec tous ces acteurs qui donc aident les sociétés françaises à préparer leur dossier. Et d'autres pays aussi mettent en place de tels mécanismes de soutien aux entreprises. Ensuite, sur cette deuxième slide, je vais regarder plutôt le financement en Bretagne, l'activité de financement en Bretagne. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat Bretagne à 4 ou à 5, mais j'ai mis aussi le pays nantais ici. Et vous voyez que il y a à peu près 23 millions d'euros qui ont été alloués aux entreprises en Bretagne, et pour 18 sociétés financées. Le ticket moyen est de 1,3 million. Ce ticket moyen dans les futurs appels d'offres va sans doute augmenter d'ailleurs, parce que il y avait des montants plus faibles, commençant à 50 000 euros dans les mécanismes précédents, ce qui ne vont plus exister pour les nouveaux mécanismes. Et donc, si on regarde ça, ces montants investis, ces sociétés financées, si on prend à titre de comparaison la Bretagne, le poids économique et démographique, on voit que c'est à peu près plus ou moins dans l'ordre des choses. Donc, le message est que si vous êtes installé dans le Grand Ouest français, il y a déjà des sociétés qui ont aussi de financement, et vous devriez évidemment considérer l'EIC Accelerator comme une source de financement pour vous. Alors ici, j'ai mis les logos de certaines sociétés qui avaient été financées. J'espère qu'un jour, vous mettrez votre logo aussi, ou que je mettrai votre logo sur cette carte. Le premier message que je voudrais dire au terme de préparation de dossier, c'est que c'est une candidature sérieuse requiert un investissement important pour avoir une chance de recevoir un financement de l'EIC Accelerator. En gros, il faut compter 200 heures de préparation, à peu près, donc 25 jours personne, pour arriver à quelque chose de suffisamment solide pour avoir une chance de décrocher un financement. Cette slide, je fais un petit peu la description du processus de sélection. Maintenant, on a regardé un petit peu du point de vue géographique. Donc, maintenant, on va regarder plutôt le processus de sélection. Alors, le graphe en dessous présente le nouveau processus de sélection qui a commencé depuis le 8 avril dernier, donc la semaine dernière. Se décompose en trois étapes pour le candidat. D'abord, il y a une présélection qui est faite à travers d'un dossier de 5 pages et d'un pitch deck, donc des slides pour investisseurs de 10 slides, et 3 minutes de vidéo avec votre équipe, le CEO de votre société, les membres importants de l'équipe. Et pour cette vidéo, on s'attend pas, l'EIC Accelerator ne s'attend pas à voir comment une production hollywoodienne, ce sont des vidéos type professionnel, réseaux sociaux. Si vous êtes accepté suite à la première présélection, vous passez à la deuxième étape. Alors là, la proposition, le dossier s'accroît. Alors ici, c'est marqué 20 pages. Alors, les choses ne sont pas encore complètement calibrées au sein de l'EIC. Aux dernières nouvelles que moi j'avais reçues, c'était 30 pages. Donc, c'est à peu près 30 pages, plus des annexes. On reviendra sur le contenu de ces annexes. Vous aurez droit à un coaching de la part de l'Union européenne pour vous aider à faire un bon dossier. À peu près 3 jours, je crois, de coaching. Le Fast Track Plugin, je n'en parlerai pas, c'est un accès plus rapide. Et donc, si jamais vous passez cette phase, ensuite, vous passez à la troisième phase. Et donc, la troisième phase, c'est un jury composé de 6 personnes
Et donc, vous aurez 10 minutes pour présenter votre cas. Il y aura 30 minutes de questions-réponses et en gros 25 minutes de délibération pour prendre la décision de vous financer ou pas. Et il y a une quatrième phase, ce n'est pas de sélection, mais comme disait Pauline, ce sera de négociation avec la partie equity de l'investissement si c'est le cas pour votre société. Pour la présélection, ce sont 4 évaluateurs comme moi qui regardent le dossier. Pour passer à la deuxième phase, il faut que 2 de ces évaluateurs disent que c'est OK que vous passiez à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est 3 évaluateurs qui vont regarder votre dossier. Et là, les 3 doivent dire OK pour passer à la troisième phase. Donc, en vérité, les dossiers sont triés par un système de no-go-go, vous emmenant au grand oral. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que jusqu'en 2020, la sélection sur dossier en phase 1, 2, c'était qu'une seule étape. Donc, moi, j'ai l'expérience sur cette façon de travailler avec une seule étape pour dossier écrit. On va tester la phase 1 et 2, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce que je pense sera valable même dans la nouvelle configuration. Il me manque des éléments en tant qu'expert sur certaines parties du dossier, notamment la partie 2, qui n'est pas encore terminée au niveau de l'ISI. Donc, je pense honnêtement que ce que je vous dirai par rapport à l'ancien système sera encore utile pour vous dans le nouveau système. Parce qu'effectivement, le core engine de la sélection, ce sont les évaluateurs. Alors maintenant, on va retourner dans la problématique des chances de recevoir un financement par secteur technologie. Alors, il faut savoir que si on regarde, ce graphe présente les montants investis, encore une fois, de 2014-2020, avec par secteur, on voit la santé, ICT, Energy and Technology, c'était les 3 premiers secteurs. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas une grande surprise de voir ceci dans un mécanisme qui est destiné à financer des startups à haut potentiel de croissance. Mais toutefois, vous voyez qu'il y a toute une gamme d'autres secteurs qui sont financés. Vous en trouvez aussi dans l'agriculture et la pêche, dans les industries de la mer, dans l'agroalimentaire. Donc, même quand on a maintenant, comme disait Pauline, il y a les Open Challenge et les autres, les Open et puis les Challenge qui vont être dédiés à certains secteurs. Les définitions sont telles qu'il y a quand même une grande variété de secteurs qui peuvent être compris dans les objectifs de politique industrielle, tels que, par exemple, Green Tech, etc. Et ici, maintenant, je vais vous présenter les chances de recevoir un financement par rapport au processus de sélection lui-même. Cet atelier va vraiment se concentrer sur la partie dossier écrit. Je ne vais pas traiter la partie du grand oral. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que 98% des projets rejetés sont éliminés sur dossier. Et la sélection au grand oral ne représente que 2% des ensembles des dossiers rejetés. Quand vous êtes au grand oral, quand vous êtes arrivé au grand oral, vous avez 30% de chances d'être financé. Alors ce 30%, alors maintenant la séparation qui se fait entre la présélection et la sélection, l'ISI s'attend à avoir 30% de succès au niveau de la présélection et 30% de succès au niveau de la sélection sur le dossier étendu. Alors, il faut savoir que l'ISI Accelerator est victime de son succès. Les derniers appels d'offres, enfin appels à projet, on avait plus de 4000 candidatures. Donc, ma lecture de ces 2 présélections et sélections, c'est pour très rapidement éliminer les candidatures, disons, peu sérieuses, parce qu'il y a une grande variété dans la qualité des dossiers. Et donc, ils préfèrent éliminer ceci par un processus plus court pour écrémer déjà ces dossiers et pour passer aux dossiers sérieux. Dans l'ancien système, s'il y avait 100 entreprises qui commençaient la sélection, il y en avait à peu près
les bonhommes allant 3 à 5 qui recevaient du financement. Alors, on arrivera probablement au même taux dans le nouveau système, mais si on prend en compte l'écrémage des dossiers peu sérieux dès l'étape de la présélection, vous voyez que vos chances de succès, si vous faites un dossier solide, se trouvent grosso modo entre 5 et 16%. Donc, ce sont à peu près les chances de financement que vous avez. Et puis, quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que 100% des chances, 100% des sociétés qui ont été financées par l'EIC ont surmonté leurs craintes du processus de sélection et ont cru en leur chance de recevoir un financement. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce que nous avons dit? Oui, merci Didier. Ouais, je voulais demander aux participants s'ils avaient des questions suite à cette présentation générale par rapport à ce qui a été présenté. N'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire vos questions dans le chat. D'accord. Sinon, en attendant que les participants se formulent leurs questions, moi j'aurais deux questions par rapport à cette présentation un peu générale. La première, c'est est-ce que vous avez en tête une typologie type d'entreprise ayant bénéficié de ce type de financement? Est-ce qu'il y a une entreprise voilà, qu'on peut dégager, un format d'entreprise qu'on peut dégager? Et la deuxième question, c'est quelque part, quelles sont les innovations de rupture attendues par la Commission européenne et qu'est-ce qu'une innovation de rupture qui peut vraiment prétendre à ce type de financement? Alors, pour ce qui est de l'entreprise type, non, je n'ai pas de commande. Enfin, soit ce sont des startups, soit ce sont des PME qui sont déjà établies. Ça varie vraiment entre la startup qui a je sais pas, 6 mois d'existence, à la PME qui est depuis plusieurs années dans le marché et qui veut accroître sa gamme de produits, veut se lancer dans un nouveau marché. Et donc, c'est vraiment très varié. Comme je dis, c'est varié au point de vue géographique, c'est varié au point de vue des secteurs dans lesquels ils sont actifs, aussi varié par le profil des porteurs de projets. Il y a quand même peut-être une majorité plutôt de background ingénieur technologique, mais on trouve aussi des gens qui ont déjà été CEO dans d'autres entreprises, qui ont plutôt un profil managérial de gestion d'entreprise ou de grande entreprise aussi, qui se lancent dans ce type de projet. Alors, pour ce qui est de l'attente des technologies, voilà, la commission va vous dire à peu près tout, enfin, à cause du Covid, ils ne le font pas, mais tous les ans, ils font une grande messe des experts, et donc on est tous réunis à Bruxelles, et ils vont nous donner un petit peu quelles orientations ils attendent. Bon, ils s'attendent à voir Deep Tech, donc ils veulent financer de la Deep Technology. Donc, comme je dis, à partir de ce moment-là, à partir de ce cadre-là, qui est assez large, il y a beaucoup de secteurs qui sont financés et qui essaient d'être financés par l'EIC. D'accord. Donc du coup, on a une question de la société Eodine qui se demande s'il y a des chiffres disponibles sur le taux de succès et le nombre de dossiers déposés à l'échelle des thématiques. Parce que là, on a vu qu'il y avait des chiffres au global. Est-ce Ouais. qu'on a une vision un peu plus précise de ces chiffres au niveau des thématiques, par exemple la santé, la mer Alors, je pense que c'est faisable parce qu'ils ont. Alors, à la fin de cette présentation, il y a un lien qui amène sur une base de données qui est mise en place par l'EIC. Il y a toute une série de filtres que l'on peut utiliser. Et donc, je recommanderais à la personne qui a posé cette question d'aller voir dans ce lien et de jouer avec les différents filtres. Et elle pourra avoir pas mal d'informations dans cette direction. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la première partie? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie et rentrer un peu plus dans le détail du dossier. D'accord. Alors, bon, donc, comme je disais, c'était pas
donc c'est l'étape guillotine par excellence, avec beaucoup de rejets à ce niveau-là. Alors, les composants, ce que nous recevions en tant qu'experts jusqu'en 2020, c'était un dossier avec 2 sections, section A et section B. La section A, on y trouvait, c'était des informations assez générales, c'était un document très court de quelques pages, où on avait des informations générales sur la candidature, le budget demandé et une brève description du dossier. Du projet, pardon. Ceci va exister dans la nouvelle mouture. On y trouve également l'adresse du website de l'entreprise et le nom de la personne responsable du projet. À ce niveau-là, moi, en tant qu'évaluateur, la première chose que je faisais quand je commençais par la section A, c'est de me jeter tout de suite sur LinkedIn et d'aller voir à qui j'ai affaire. Donc, mon premier conseil pour vous, c'est de mettre vos profils LinkedIn à jour et faites que vos profils est en anglais. Votre profil doit être en anglais. L'anglais est la langue de l'EIC Accelerator et du dépôt de dossier. Donc, faites en sorte de faciliter la vie à votre évaluateur pour aller voir qui vous êtes. Dans la section B, c'était vraiment les data rooms. On avait donc, et ce sera dans un document principal qui avait un maximum de 30 pages, comme je disais, rédigé en anglais. Et autrement, on avait différentes annexes. On avait l'annexe B1, donc au document B1, donc on avait l'annexe B2, où on trouvait des informations importantes comme l'éthique, l'équipe, les lettres d'intention de clients. Bon, ces annexes vont être aussi reproduites dans le nouveau système. Alors, je vais en parler après brièvement, parce qu'ils vont faire ça à travers une page où on va pouvoir renseigner ça directement online. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va marcher, avec quel type d'attachement, etc., qui sera possible de faire. Et on avait sous-section B3 et B4, alors c'est business plan, pour être plus spécifique, c'était le plan financier du projet en format Excel et en format PDF. Et en section B5, on avait, c'est plutôt un fourre-tout, c'est-à-dire que les porteurs de projet pouvaient mettre tous les documents qu'ils considèrent importants dans cette annexe. Le plus souvent, on trouvait le pitch deck, mais on trouvait aussi des extensions du premier document de 30 pages ou tout simplement quelques slides, d'autres documents qui étaient considérés importants par le porteur de projet. Ce qui est sûr déjà pour la sélection, donc pas pour la présélection, mais pour la sélection, le pitch deck sera aussi obligatoire. Le pitch deck sera déjà présent dans la présélection, mais aussi aussi dans la sélection, alors qu'avant, il n'était pas obligatoire. Pour nous, en tant qu'experts, contractuellement, on était obligé de lire les documents de 30 pages. Absolument. Ensuite, après, on regardait ou on ne regardait pas. En vérité, on regardait, mais contractuellement, c'est vraiment le document que l'on doit lire pour émettre notre avis. Alors, comment passer l'obstacle de la sélection sur dossier? Donc, mes remarques là valent pour les 2 étapes, présélection et sélection, mais c'est plus orienté sélection, donc avec un document large. La première chose peut-être, c'est vous devez vous mettre dans mes chaussures, donc à la place de l'évaluateur, et de prendre en compte ses objectifs et ses contraintes. Alors, les objectifs des évaluateurs, d'abord, c'est pas de refuser un projet. Ça, ce serait trop facile. Il y a toujours une raison pour laquelle on va donner un no-go à un projet. Mais c'est plutôt de trouver des raisons d'investir dans un projet, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai envie de dire que l'expert est plutôt, au départ, quand il ouvre un dossier, il n'a pas un avis négatif sur le dossier, c'est plutôt positif. Et il va voir ce qu'il en retourne à la lecture des documents fournis par le porteur de projet. Alors, ces 3 contraintes principales sont le temps alloué à l'analyse, le temps et encore le temps. Ben oui, il faut que vous sachiez qu'un évaluateur passera pour la sélection au maximum 4 heures sur votre dossier.
qui sera analysé par 3 évaluateurs. Donc, ça représente un total de 12 heures d'analyse. Donc, cette contrainte de temps va fortement encadrer la façon dont vous devez présenter, faire votre dossier. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi diable cette structure? En vérité, ça reprend des travaux qui ont été faits par des travaux universitaires qui ont été faits aux États-Unis. Ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Et il faut savoir que l'IIC Accelerator aussi s'inspire beaucoup de ce qui est fait aux États-Unis. Donc, c'est de lier expertise et diversité. Et il y a des travaux qui ont été faits sur le sujet. Le graphe là vous présente, c'est intéressant, c'est savoir la qualité de prévision faite sur des dommages et intérêts par rapport à des litiges aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que 14 étudiants en droit étaient aussi bons qu'un avocat expérimenté et 42 étudiants en droit, 2 avocats expérimentés. Quand on connaît le prix des avocats américains, je crois que 42 étudiants, c'est encore un good bargain. Et c'est à peu près, donc, cette volonté de mettre en expertise et diversité dans le choix des dossiers qui vont aller à la phase de jury. Alors, pour vous, le challenge, c'est que vous ne devez pas donner envie d'investir à un, mais à 3 évaluateurs. Il faut savoir aussi qu'on ne communique pas entre nous. C'est-à-dire qu'il nous a même contractuellement, il nous a demandé de ne pas communiquer entre évaluateurs quand on traite d'un sujet. Et on peut comprendre pourquoi. Ça évite la prépondérance de personnalités trop fortes sur la décision prise au niveau de la sélection. Alors, comme je disais, c'est 3 sur 3 au niveau de la sélection. Sur la présélection, c'est 2 évaluateurs sur 4. Alors, comment passer l'obstacle de la sélection sur dossier? Quelques conseils généraux sur la forme. Alors, conditionner la nouvelle plateforme IT, c'est-à-dire qu'avant, on recevait des documents PDF, maintenant, il va y avoir une nouvelle plateforme IT. Peut-être que certains des commentaires que je donne ne seront plus valables sur les documents principaux, mais donc me sont toujours applicables au niveau des annexes, qui vont être sans doute des fichiers PDF que vous pouvez pouvoir attacher à votre dossier. Bon, le premier écueil, c'est de trop donner. Donc, pensez à la limite de temps. Donc, ne dépassez pas le nombre maximum de pages dans le document principal. Vous verrez, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait pour le dossier de présélection. Et on voit déjà que le nombre de caractères est limité sur la plateforme. Donc, ce ne sera plus possible de dépasser le nombre de pages. Il faut être aussi raisonnable avec la taille de la typo. Évitez ce que je vous montre dessous. Quand vous avez 30 pages avec ça, vous dites, ouf, ça va être en 4 heures, vous dites, ça va être lourd. Donc, optez plutôt pour un style assez aéré, comme j'ai montré. Ce sont des exemples que j'ai eu de dossiers. Et il faut aussi faire très attention aux annexes interminables amenant à des tailles de dossiers. J'ai eu des dossiers à 197 pages. Malheureusement, le type de typo qu'ils avaient utilisé, c'était celle du haut, pas celle du bas. Donc, c'est impossible de digérer ça en 4 heures et ça mène nulle part, en vérité. Deuxième écueil, c'est produire un document dont la lecture est difficile. En vérité, il faut vraiment penser en termes de lecture rapide. Donc, encore une fois, quand l'expert va ouvrir votre dossier, pensez qu'il n'a que 4 heures, votre dossier doit être aéré, doit être agréable à lire. Et très vite, en tant qu'expert, très vite, quand on rentre dans le début du dossier, on sait si ça va être facile ou si ça va être une pente particulièrement dure à monter. Un conseil que je vous donnerais pour, disons, favoriser la lecture de votre document et de faire quelque chose qui est pour la lecture rapide, il y a vraiment un truc très efficace. Vous demandez à une personne relativement éloignée de votre projet de lire votre rapport. Et s'il doit relire plus de 2 fois certains passages pour le comprendre, réécrivez ces passages. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pauline me disait d'ailleurs que les membres du réseau Noé peuvent vous aider dans ces activités de relecture. N'hésitez pas à faire appel à eux parce que ça va vraiment solidifier la qualité de votre dossier. Ensuite,
pour ce qui est, si on revient à l'évaluateur et son background, bon, moi j'ai un background de finance, pas technologie, mais vous avez donc dans le mix d'évaluateurs, vous aurez de la technologie, vous aurez des universitaires, vous aurez des gens comme moi qui viennent plutôt de la finance. Donc on arrivera à comprendre la substance de votre dossier. Mais si en plus c'est quelque chose, si votre dossier est vraiment innovant, ne vous attendez pas à ce que ce soit une connaissance répandue partout. Donc écrivez un texte qui explique clairement l'objectif de votre projet et évitez tout ce qui est jargon des happy fews et des initiés. N'hésitez pas à introduire dès le début du document. Alors, je ne sais pas si la nouvelle plateforme va permettre de faire ceci pour le document principal de 30 pages. Si ce n'est pas possible, mettez-le dans une annexe, indiquez dès le début du texte que vous avez fait une annexe avec toutes les explications, enfin un glossaire des termes que vous utilisez, des concepts clés, et aussi un tableau avec toutes les abréviations que vous pouvez utiliser dans votre dossier. À ce sujet, alors comme moi, je suis sous nationalité française dans l'EIC Accelerator, je ne vois pas de dossier français, mais ma remarque serait quand même éviter l'utilisation intempestive des abréviations. Surtout que je sais que c'est plutôt un mal français d'utiliser énormément d'abréviations dans les documents professionnels. C'est très, très, très dur à lire quand dans une phrase, vous avez 4 abréviations. Ce que je voudrais dire ici, c'est que votre domaine le message vraiment que j'aimerais transmettre ici, c'est votre expertise dans votre domaine sera jugée sur votre capacité à l'expliquer d'une façon compréhensible pour des gens un peu initiés, mais pas super initiés, et donc pour la majorité des lecteurs. Maintenant, si on passe au-delà de la forme, et on va regarder un petit peu plus la substance, il faut toujours aussi penser à libérer du temps d'analyse pour l'évaluateur, et ceci, vous pouvez notamment le faire en le rassurant. Parce que une des premières disons, étape obligée de l'évaluateur, c'est de voir que ce n'est pas une fraude. Alors, dans le nouveau mécanisme mis en place par l'IAC Accelerator, ils vont faire appel à de l'intelligence artificielle pour vérifier certaines choses sur les dossiers rendus, etc. Il est difficile à l'heure actuelle de voir jusqu'à où ils iront sur la vérification des données et quelle va être l'efficacité. Mais il est toujours, à mon avis, demandant toujours aux experts de faire quelques contrôles de base. Alors, jusqu'à présent, moi, j'ai traité des dossiers où c'était déjà des entreprises existantes. À ce sujet, il n'y a aucun problème de commencer avec une société qui est dans un garage, mais il faut être transparent vis-à-vis de cela. Et donc, ça vaut aussi pour le type de client que vous citez, les sous-traitants potentiels. Alors, c'est pas si vous êtes dans un garage, ok, dites que vous commencez, vous êtes en train de vous lancer dans le projet, etc. Sachez qu'on regarde des fois sur Google Maps pour voir la tête du bâtiment dans lequel vous êtes implanté. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que ça va faciliter tous les contrôles au point de vue de l'existence de la société, des clients que vous nommez, des sous-traitants potentiels. Comment vous faites? En gros, vous êtes sûr que votre website est opérationnel et avec de la substance. Votre website a idéalement au moins une page en anglais, en bon anglais. Après tout, vous voulez vous attaquer au marché européen, donc démontrez que vous avez les moyens de communiquer vers une clientèle européenne. Et dans la première section A, celle où, alors je ne sais pas comment elle va se dénommer dans vos nouveaux systèmes, mais quand il y aura le résumé de votre projet et les personnes de contact, etc., essayez de donner plutôt des adresses de type, évitez les adresses type Gmail ou autres, utilisez plutôt des adresses au nom de votre nom de domaine pour votre website. Alors ça s'applique encore une fois, pour les entreprises. Maintenant, comme il a été dit par Pauline, plutôt les personnes physiques vont pouvoir déposer des dossiers anti-création de la société.
je ne sais pas encore exactement comment ça va se structurer. En plus, il y a des cas divers. Ce sont des personnes peut-être avec des sociétés à l'étranger qui feraient peut-être une implantation en Europe. Donc, je ne sais pas encore exactement comment ça va marcher. Mais donc, si vous êtes une société déjà établie, pensez à fournir ces éléments très rapidement à l'évaluateur. Comme ça, il pourra passer à autre chose, plutôt à la substance du dossier. Vérifiez aussi que votre numéro de TVA est bien référencé sur VIS. VIS est une base de données européenne. On peut vérifier les numéros de TVA des entreprises. J'ai mis le lien plus bas dans la présentation. S'il n'est pas référencé, allez voir ça avec votre expert comptable. Mais normalement, il devrait être référencé. C'est un outil qu'on utilise aussi très, très souvent. Bien, maintenant, on va regarder, une fois que l'évaluateur est rassuré sur l'existence de votre société et sur le fait que ce n'est pas une fraude, mais que c'est vraiment une demande sérieuse de financement, votre projet va faire en sorte, votre dossier devrait convaincre l'évaluateur qui rime avec ce que la commission, l'EIC Accelerator appelle Excellence, Impact, Risk and Implementation. En vérité, ces trois sujets structurent le rapport écrit que chaque évaluateur doit remettre à l'EIC Accelerator, qui va donc déterminer votre note globale, ou plutôt le no-go quant à votre projet pour la prochaine étape. Je vais commencer d'abord par, ici, c'est les dernières nouvelles sur le dossier de 5 pages pour la présélection. Alors, ici, vous allez devoir répondre à ces questions sur une plateforme online. Donc, n'oubliez pas que vous aurez la vidéo à produire, le pitch deck et remplir ces questions. Et il sépare en 3 éléments: ideation, development, go-to-market, mais ça recoupe en vérité excellence, impact et risk et implementation. Qu'est-ce que vous allez devoir faire à ce moment-là? Vous allez devoir décrire le type de solution que vous avez à l'esprit, vous allez devoir décrire votre projet, quelles sont les solutions compétitives ou concurrentes à ce que vous avez dans le marché et leurs limites, quel est le problème que vous essayez de résoudre. Est-ce que c'est une idée ou plutôt une technologie déjà? C'est très important aussi ce facteur, on verra plus tard. Enfin, Pauline a déjà expliqué pourquoi c'est important. C'est-à-dire, suivant votre degré de développement de votre technologie, vous aurez droit à accès à l'EIC Accelerator, et non, sinon, ce serait plutôt avec le Pathfinder, si c'est plus une idée qu'une technologie. Donc, qu'est-ce qui est nouveau par rapport aux solutions qui existent actuellement? Pourquoi vous pensez que vous allez avoir du succès avec votre projet? Pourquoi vous le faites maintenant? Après, on part à la phase de développement. Alors, vous allez parler de votre équipe. Ceci va être énormément vu dès le départ, dès la présélection et au niveau de la présélection, au niveau de la sélection. Et pour le jury, ce sera très important la partie team. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous demandent de faire une première vidéo de 3 minutes dès la présélection avec votre équipe. Est-ce que vous avez besoin de coopération avec des stakeholders dans votre chaîne de valeur? Tous les partenaires que vous aurez besoin pour mettre votre projet en route, quels sont ces risques d'échec. Ils vont vous demander aussi pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'EIC Accelerator, je reviendrai sur le sujet. Combien est-ce que ça va vous coûter, donc quel budget vous avez besoin. Comme a dit aussi Pauline, vous allez avoir des subventions ou de l'equity, enfin ça sera plutôt subvention et equity, et subvention plutôt exceptionnelle que la règle. Ensuite, on va go to market. Quel est le marché que vous allez viser? Qui est intéressé par votre innovation? Aussi, des questions d'externalité positive de l'innovation en termes d'impact sur la société, l'économie, l'environnement, climat. Il faut comprendre que ce sont dans ces cadres de politique plus larges que seront aussi financées les startups à travers l'EIC Accelerator. C'est pour ça qu'il y a ce genre de demande.
Et puis aussi, quels sont les retours financiers pour votre société, les investisseurs, le nombre d'employés. Alors, vous voyez que certaines de ces questions, vous allez répondre avec il y aura 2 étoiles et 1 étoile. 2 étoiles, en vérité, c'est que ce sont des questionnaires avec choix multiples. 1 étoile, on va vous mettre une limite de 1000 caractères par réponse. Donc, encore une fois, c'est pour rendre la lecture possible et l'analyse possible au niveau des experts. Bien. Alors maintenant, l'excellence, vendre le potentiel du projet. Vous avez sur la droite, je vous ai présenté comment dans l'ancien format, des présentations de différents dossiers avec ce que les gens mettaient comme section. Et le but de cette partie, c'est vraiment de présenter la demande et l'offre de votre produit, de votre projet, de votre innovation. Il faut que votre problématique soit vraiment clairement exposée, ainsi que la solution apportée par le projet. Est-ce que ça va être comment une baisse de coût pour les clients? Est-ce que c'est une innovation complète avec baisse de coût, nouveaux services? Enfin, que ce soit bien structuré, très vite compréhensible pour l'expert. Comme je disais, il faut que vous démontriez que c'est une innovation réelle, qui procure un avantage compétitif ou qui crée de nouveaux marchés. Des fois, on recevait des dossiers où on voyait qu'ils avaient déjà développé la technologie, ils avaient déjà un marché et ils essayaient d'appliquer cette technologie à un marché connexe. Donc, c'était assez difficile d'octroyer des financements à ce genre de projet, surtout si c'est des sociétés bien établies. Donc, il faut quand même qu'un caractère innovant soit là au niveau de la technologie. Pas que ce soit déjà une technologie qui existe et que vous allez dupliquer sur un autre marché. Alors, il faut que ce soit une innovation maîtrisée ou maîtrisable en termes de faisabilité technologique et de droit intellectuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La faisabilité technologique, c'est le niveau, le TRL, Technology Readiness Level. On va en parler tout à l'heure, pour dire dans quelle phase de processus de développement de votre technologie vous êtes. Les droits intellectuels aussi, il faut que vous démontriez qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc ce n'est pas une innovation qui est déjà détenue par une autre entité. Et si jamais vous ne savez pas encore, vous devez mettre dans le dossier qu'une partie des financements vont être dédiés à la découverte de ce problème. Enfin bon, je vous conseillerais quand même déjà d'avoir clarifié ce point avant de mettre le dossier. Important dans la partie excellence, quand vous vendez le potentiel de votre projet, si vous avez déjà des clients payants, alors alpha tester, bêta tester, mentionnez ceci très rapidement dans votre document, parce que c'est une preuve claire de la valeur de votre projet. Aussi, pensez rapidement à parler des efforts marketing, communication qui sont nécessaires pour votre projet. C'est un petit peu dans tous les dossiers dont les porteurs de dossiers sont plus un background technologique que de gestion ou de consulting. Il y a des manques à ce niveau-là. Donc, présentez ça aussi assez rapidement. Alors, toujours sur l'excellence, ce fameux niveau TRL. Alors, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué pour les gens, pour les porteurs de projets, de dire quel est le niveau TRL de notre technologie, du projet que nous apportons. Je vous rassure, pour nous aussi, en tant qu'évaluateurs, ce n'est pas toujours facile de déterminer exactement de quel niveau TRL le projet est à quelle phase. Il faut savoir que ces définitions de TRL, ça vient de la NASA. Donc, quand vous lisez, vous avez plein de choses sur les laboratoires, sur les sites de production, etc. etc. Pour nous, en tant qu'évaluateurs, le TRL doit faire partie
d'un ensemble, c'est-à-dire qu'on regarde, OK, à quel niveau ils sont dans leur business plan, quel est le risque que ça va apporter. Alors, s'ils demandent, est-ce que si des subventions vont plutôt être bons pour des technologies plutôt immatures, quand il y aura des risques plutôt commerciaux à porter, c'est plutôt du côté equity dans lequel il faut se porter. Donc, en gros, quand moi j'ai un doute, on peut classifier vraiment à la louche les trois grands blocs de TRL, TRL 1 à 4. Quand je lis le dossier, je me dis, ouais, OK, ils ont une idée, plus ou moins développée, mais pour l'instant, c'est qu'une idée. Donc, ça ne passe pas, ce n'est pas pour les IAC Accelerator. 5 à 8, on voit déjà la technologie fonctionne, elle a déjà été testée, plus ou moins. Idéalement, j'ai déjà quelques alpha ou bêta testers qui ont accepté de payer la société pour tester leur technologie au sein de leurs entreprises. Et TRL 9, on commence déjà à voir un embryon de vente véritablement commerciale. Donc, vous pouvez utiliser ça si jamais vous avez des problèmes à vous retrouver avec les définitions granulaires données par la NASA et donc utilisées par l'IAC Accelerator. Maintenant, on arrive au deuxième gros bloc sur lequel l'expert va donner la note à votre projet, c'est l'impact. Donc, il faut démontrer votre familiarité avec le marché existant ou potentiel. On va vraiment parler de chiffre d'affaires, de retour sur investissement, de concurrents. Alors, il est de bon ton de faire un partage entre Total Available Market, Serviceable Available Market et Serviceable Obtainable Market. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous pouvez prendre un exemple, je ne sais pas si on prend un projet de reporting financier pour les entreprises utilisant de l'intelligence artificielle. On peut dire Total Available Market, c'est toutes les entreprises au monde. Service Available Market, vous êtes une entreprise européenne, vous allez vous dire, plutôt se concentrer sur les entreprises en Europe. Et Serviceable Obtainable Market, vous savez que les entreprises plutôt moyennes ou grandes sont déjà bien servies par, je ne sais pas moi, les Big Four. Et donc, vous allez vous concentrer que sur les petites entreprises. Et donc, ça va être votre Serviceable Obtainable Market. Alors, cette analyse est importante parce que plein de choses vont découler dans la suite du document. Alors, la première chose à vraiment faire très, très attention, c'est faire attention aux incohérences. Il faut que votre approche soit structurée et cohérence des données. Parce que c'est très facile de perdre votre expert à ce niveau-là. Faire attention aux unités utilisées, donc billion, million, or thousands pour les données financières. Je vais vous donner un exemple de dossier que j'ai eu. C'était un seul dossier. J'avais 3 tailles de marché. Le premier, c'était à 256 millions. Pas beaucoup pour une innovation de rupture. Après, j'avais 1,5 milliard. Je me dis, ça commence à devenir plus intéressant. Et finalement, c'était 416 euros. Je me suis dit, ouf, là, le dossier, évidemment, est mort à ce niveau-là. D'ailleurs, ça vous montre la qualité de certains dossiers n'est vraiment pas élevée. Donc, encore une fois, avec un bon dossier, avec les taux de réussite que vous verrez sur l'IAC Accelerator, pensez qu'il y a certains dossiers qui sont vraiment de qualité médiocre, pour dire le moins. Alors, tous les chiffres donnés pour le Serviceable Obtainable Market vont fournir la trame du business plan et notamment du plan financier. Donc, faites attention qu'il y a aussi là une cohérence. Lors de la présentation de la concurrence aussi, n'oubliez pas les usual suspects pour que tout le monde soit... par exemple, je parlais des Big Four, ces Big Four ne sont pas nommés alors que c'est évident que ce sont des concurrents à d'autres produits, ça ne va pas le faire. Pour ce qui est de la présentation des effets connexes socio-économiques et environnementaux potentiels attendus, oui, faites attention aux exagérations quand même, parce que je me rappelle c'était l'appel à dossier du mois de mai dernier ou juin, où il y avait tout le monde allait soigner le Covid. Donc, il faut faire attention quand même à ce niveau-là, que ça n'attache pas la crédibilité de votre dossier.
Alors, business plan, brièvement sur le business plan. Encore une fois, si vous avez déjà des clients payants, mentionnez-le tout de suite, encore une fois. C'est vraiment un facteur rassurant. Sachez aussi que pour ce qui est du plan financier, des données financières, on va essayer de recoller ce que vous nous avez dit dans le texte avec les données que vous allez nous présenter. Le plan financier généralement fourni va de 5 à 6 ans dans le futur. Et on va regarder si le taux de croissance que vous avez donné correspond à vos ambitions ou aux sommes que vous avez décrites plus haut. On va regarder si vous avez donné des prix à l'unité, par exemple des subscriptions pour des SaaS. On va regarder et puis, qu'est-ce que ça veut dire en tant que nombre de clients. Est-ce que ça tient la route? On va regarder aussi, alors dépendant de la familiarité de la personne avec le dossier, on va faire quelques calculs de marge. En tout, tout ce qui est le plan financier, il ne faut pas non plus aller dans l'exagération. On ne vous demande pas des chiffres exacts, mais il faut que les chiffres semblent réalistes et en accord avec ce que vous avez dit par rapport à votre analyse de marché que vous avez fait plus haut. Quand je dis des chiffres exacts, ce n'est pas la peine de me dire que dans 5 ans, vous allez acheter 100 stylos à 3 €. Vous rigolez, mais vous allez probablement rigoler en entendant ça, mais des fois, on a des détails qui sont absolument ahurissants. Il faut aussi développer une stratégie de commercialisation convaincante avec la concurrence que vous affrontez. Alors, ça dépendra du secteur dans lequel vous êtes. J'ai eu pas mal de dossiers pendant un moment où c'était des sociétés qui s'affrontaient justement au Big Four, mais ils arrivaient à se retrouver dans les accélérateurs de ces Big Four. Et donc, ils essayaient plutôt de faire des synergies avec certains d'entre eux plutôt que de les affronter. Bon, ce genre de choses, par exemple, peut vous donner des idées. Il faut aussi que vous rassuriez l'expert quant à la pertinence et la force de votre réseau d'entités associées qui seront nécessaires à votre succès. Alors, comment vous pouvez le rassurer? Bon, comme je disais, c'est-à-dire que quand vous les nommez, donnez le site web, qu'on puisse faire des commandes et des vérifications assez rapides. Et puis, bon, ça dépend aussi de l'expérience des gens qui déposent le dossier. On regarde leur CV et on regarde si, par le passé, leur expérience professionnelle nous rassure quant à leur capacité à mobiliser ce réseau. Maintenant, je vais plutôt parler du Risk and Implementation. Le titre exact de cet intitulé dans les documents de l'EIC Accelerator, c'est Risk and Implementation and the Need for EIC Accelerator. Donc, il va falloir que vous parliez un petit peu des risques que porte votre projet, quels sont vos moyens actuels ou futurs pour mettre votre projet en musique et pourquoi vous avez besoin de l'EIC pour amener ce projet à terme. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, est-ce que vous avez déjà perdu votre évaluateur à ce stade? Vous avez parlé de l'excellence, vous avez parlé de l'impact. N'oubliez pas encore qu'il travaille sur 4 heures. Quand il arrive à ce niveau-là, si vous l'avez déjà perdu au niveau de l'excellence impact, vous n'allez probablement pas pouvoir renverser la vapeur. Moi, personnellement, quand j'arrive là, je me suis déjà fait une idée sur le dossier et je vais essayer de la conforter avec ce qui va m'être donné à ce niveau-là. En revanche, s'il y a un point faible dans cette dernière partie, ça peut faire perdre le go. Alors, on a parlé du potentiel avec l'excellence, maintenant on parle du risque et de sa maîtrise. On recherche l'EIC Accelerator recherche des projets risqués, donc la probabilité de perte complète est forte. Mais enfin, en même temps, on veut mettre l'argent du contribuable dans des projets qui tiennent la route, qui ont quand même un potentiel élevé. Alors, quand on est investisseur au niveau un investisseur privé, la meilleure, disons, garantie au départ, ou une des meilleures garanties, c'est qu'il y a déjà un investisseur qui a déjà pris les premiers risques pour vous. Alors,
Ça, vous pouvez déjà nommer, si vous avez déjà eu des investisseurs, vous pouvez déjà nommer ces investisseurs. Il ne faut pas hésiter à les présenter, mais il faut mettre ceci dans le bon contexte. C'est-à-dire que si jamais parmi vos investisseurs actuels, vous avez Sequoia, ce fonds californien très connu, qu'on va recevoir le dossier, on va dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Si vous avez réussi à tirer de l'argent de Sequoia, vous n'avez probablement pas besoin de l'EIC Accelerator. Mais, et encore, ce n'est pas tout à fait vrai, je parlais d'un dossier tout à l'heure. Mais si vous avez des seed funds régionaux, des business angels, qui ne peuvent pas vous suivre dans le prochain round de financement, n'hésitez pas à les mettre, parce que ça donne tout de suite une valeur professionnelle au projet. Alors, je voulais parler de Sequoia. J'ai eu un cas l'année dernière où c'était une société, je crois que c'était une société allemande, qui avait réussi à tirer des noms de fonds venture capital qui étaient de beaux noms sur la place allemande. Et malheureusement, ça s'était pas bien passé dans la première phase, donc ils avaient remis tout sur la table, ils relançaient un nouveau projet basé sur les échecs de la première tentative. Ces fonds-là restaient encore dans le capital, mais étaient prêts à accepter une dilution et ne voulaient pas suivre pour la deuxième tentative. Donc si ça s'est expliqué, ben, pourquoi pas, après tout. Hein. Donc mettez ça dans le contexte global de l'objectif de l'EIC Accelerator et du fait que à la fin, vous démontrez que le risque porté par votre projet fait que vous ne pouvez pas le financer complètement avec des fonds privés, donc vous avez besoin de l'EIC Accelerator pour aller plus loin. Pour ce qui est du work packages, là on parle de process et output. Là encore, c'est vraiment, vous allez nous donner des graphes avec des tableaux avec le nombre de mois jusqu'à 24 mois, comme disait Pauline, avec chaque partie, chaque sous-bloc du projet, je ne sais pas, développement de la technologie à ce niveau-là, développement commercial, développement juridique, etc. Avec donc un timetable qui va être donné. Il faut que tout soit, disons, cohérent avec ce que vous nous avez raconté avant, et que, par exemple, si vous dites qu'il est très important pour votre stratégie commerciale de développer un réseau de franchisés au niveau européen, faites en sorte que ça ressort dans le travail que vous allez allouer pour le développer, dans les fonds que vous allez allouer à cette partie. Très importante, comme je disais, l'équipe, Risk and Implementation. Donc, on a parlé du risque. Maintenant, l'équipe, comme je vous avais dit, comme un investisseur privé, l'équipe va jouer un rôle très primordial dans la sélection des projets. Alors, il faut vraiment faire attention entre l'équipe aujourd'hui et l'équipe post-finance. C'est pas du tout, au contraire, je dirais, c'est pas du tout un problème de dire voilà, on est très solide sur l'aspect technologique, mais il nous manque X, Y, Z, et donc les montants qui vont être levés vont être dédiés à compléter cette équipe. Donc soyez clairs sur ceci et n'hésitez pas à le mettre dans vos dossiers. Quelque chose de très important aussi au niveau de la lecture de ces dossiers, c'est la compétence et le temps alloué au projet par les personnes clés. C'est toujours un problème pour moi de voir sur le papier, on vous dit il y a 5 beaux noms, vous voyez l'expérience professionnelle, vous dites waouh, c'est vraiment l'équipe de rêve, et vous allez plus loin, vous vous rendez compte que il y en a un qui va passer 25% de son temps clairement, et les 4 autres ont déjà 3 activités différentes dans d'autres projets, et on se dit ça ne va pas le faire. Donc faites attention à ça, et encore une fois, mettez clairement ces aspects en avant dans votre projet. La sous-traitance. Alors ça, la sous-traitance est aussi un aspect très important. Donc pour la sous-traitance, ça peut être un deal breaker, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, qu'il y ait un phénomène de siphonnage. C'est-à-dire que vous avez une société plus ou moins écran startup
qui va réussir à décrocher un financement de l'EIC. Et en vérité, vous verrez derrière qu'il y a 2 ou 3 sociétés sous-traitantes qui sont liées d'une façon ou d'une autre à la société écran et qui vont prendre toute la substance avec des contrats de sous-traitance avec des prix parfois qui ne reflètent pas du tout le marché. C'est pour ça qu'on va toujours essayer dans vos projets, si vous ne connaissez pas encore les sous-traitants, vous savez que vous en allez avoir besoin pour développer certains aspects de vos technologies qui ne sont pas encore développés. Vous pouvez dire que vous allez regarder sur tel type d'acteurs. Si vous pouvez même donner déjà des noms, c'est intéressant. Et là, il faudra dire que c'est un processus qui aura d'appel d'offres, etc. Et pour rassurer l'évaluateur que les transactions se font à arm's length, c'est-à-dire les transactions de marché. Vous pouvez aussi dire que vous avez déjà identifié certains sous-traitants et vous êtes sûr que vous voulez travailler avec eux. Si les prix sont déjà donnés, vous donnez déjà le budget alloué, vous donnez les prix, vous êtes transparent aussi sur ce phénomène, comment vous êtes arrivé à cela. Et il faut éviter des situations par lesquelles, comme moi j'ai vu, on voyait que dans le dossier, on voyait que le CEO de la société qui demandait le dossier et qui allait donner du travail à notre sous-traitant, c'était le même CEO. Donc ça ne passe pas l'obstacle. Et surtout, la sous-traitance, c'est vraiment un deal breaker. Hein. C'est le moindre doute. On doit ramener ça, enfin, on doit rapporter ça à l'EIC bien spécifiquement afin de bloquer le projet. Alors, on parlait de point de vue investisseur. Est-ce que le taux de rendement interne des projets joue-t-il un rôle dans la sélection? Je vous rassure, non, pas vraiment d'une façon structurée. On ne nous demande pas d'avoir des attentes de 25 ou 50% de TRI annuel. Ça ne joue pas dans la sélection. Maintenant, je vais parler, on approche, je suis conscient de l'heure, il est 12h15, je vais, pour l'utilisation optimale des documents annexes, letters of intent. Là aussi, ça c'est très important, c'est pour un évaluateur. Donc, lettre d'intention de clients potentiels qui se disent intéressés par votre projet. Comme je vous ai dit, le Graal, ce sont déjà des bêta-testeurs que vous facturez. Ça, c'est vraiment la solution idéale. C'est pas obligé, hein, mais si vous avez ça, c'est vraiment bien. Sinon, quand il n'y a pas quand il y a des lettres d'intention et ce ne sont pas des gens qui essayent votre solution déjà, mais plutôt qui expriment un intérêt pour la solution future, pour nous, on va essayer de voir que ce n'est pas du copinage. D'abord, c'est voir un véritable intérêt pour le projet. Ensuite, alors comment on voit ça? Des fois, dans le projet, dans les CV, on se rend compte que la personne qui est en train de faire cette société a déjà travaillé pour la société qui émet cette lettre d'intention. Ça ne veut pas dire que c'est du copinage, mais bon, c'est déjà un premier facteur. Il faudra peut-être faire attention et voyons voir les autres lettres d'intention, voir si d'autres sociétés ont exprimé le même intérêt. Aussi, quelque chose à garder à l'esprit, c'est toute la d'intention datée de plus de 12 mois avant la date du dépôt de dossier. On se pose aussi des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi si longtemps? Donc, plus vos lettres d'intention sont récentes, et plus elles ont de poids. Et aussi, évidemment, quand c'est des noms très connus, ça a aussi beaucoup d'impact. Ça ne veut pas dire, là, je vous ai montré un exemple, une personne, un dossier qui avait ils avaient de très jolis noms d'ailleurs parmi les entités intéressées par leur solution, la Renave Siemens. Mais si ce n'est pas des noms très connus, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant pour l'évaluateur. Mais encore une fois, amener l'adresse URL des sociétés. Donc ça permet de faire très rapidement les contrôles pour l'évaluateur. Dans les annexes, explications techniques, j'en vois très peu des explications techniques. Donc, si vous avez besoin d'expliquer, vous sentez le besoin d'expliquer plus la technicité de votre projet, c'est probablement à ce niveau-là que vous pouvez le faire. Toujours, on verra ce que la nouvelle plateforme IT va permettre en termes d'attachment, mais bon, n'hésitez pas à le faire. Alors aussi, pour
dernier aspect important, c'est vous avez échoué à l'évaluation écrite, est-ce que vous avez droit à une deuxième chance? La réponse est oui. Alors, jusqu'à 2021, c'était une chance ad vitam aeternam, donc il n'y avait aucune contrainte mise sur les redépôts de dossiers. En revanche, ceci va être limité dès 2021. Donc, en gros, pour les trois phases, présélection, sélection et jury, si vous n'êtes pas reçu une fois dans les 12 mois qui suivent, vous pouvez reposer un dossier. Mais si vous êtes rejeté une deuxième fois à l'une des trois phases, vous devez recommencer l'ensemble du processus. C'est-à-dire que si vous vous faites rejeter 2 fois, même au niveau du jury, là, il faudra que vous recommencez le processus et il faudra que vous attendiez 12 mois. Donc, il y a un temps de latence de 12 mois. Alors, pour l'instant, les indications ne sont pas très claires. Est-ce qu'il y aura possibilité de faire une troisième, quatrième, etc. avec ces latences de 12 mois? Ce n'est pas très clair. Enfin, bon, l'idée est simple, c'est de limiter la possibilité de faire un nouveau dépôt, si on avait vraiment énormément. Et donc, ça, c'est contraint. Alors, par rapport à l'évaluateur, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez conscient qu'un évaluateur, il y a beaucoup de fortes chances qu'un évaluateur qui a déjà vu vos dossiers une fois le revoie au niveau du redépôt. Et donc, la première chose que moi je fais dès que je connais un dossier, c'est OK, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Donc, n'hésitez pas de mettre dès le départ ce qui est nouveau par rapport à la première tentative. Et mettez de la substance. Je vous ai donné quelque chose, un exemple qui était dès le départ du document. Je me suis dit, ah chouette, ils expliquent quelle est la différence. En vérité, la première phase de leur texte, c'est en gros, ils vous disent, vous n'avez pas compris la première fois, vous inquiétez pas, je vais vous le réexpliquer avec plus de mots. Et juste la dernière partie, ils parlaient de nouvelles routes vers leur marché, qui était vraiment la chose intéressante, mais il n'y avait rien, à part cette mention. Donc évidemment, c'est vraiment les changements de substance qui comptent. Voilà. On va prendre les questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention sur ces slides. Comme Pauline a déjà mentionné ceci, mais je fais un petit rappel. Donc, à partir du 8 avril 2021, donc, possibilité de participer à la présélection. La présélection se fait au fil de l'eau, donc il n'y a pas de date. Vous déposez un dossier quand vous déposez un dossier. Et ensuite, vous allez opter, si vous êtes reçu, vous allez opter pour les 2 dates butoirs, vers les dates butoirs dans les 12 mois qui suivent l'acceptation de votre dossier à la présélection. Et donc, vous avez une date 9 juin 2021 et 6 octobre 2021 pour le dossier complet au niveau de la sélection. Et si vous avez encore des questions après cette session, je vous ai mis aussi mon adresse email ici. Vous pouvez m'envoyer si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Ici, en dernière page, vous avez des liens utiles. Donc, notamment, je parlais des définitions de TRL. Il y a aussi les données, la base de données pour une des personnes qui a posé cette question est dedans, etc. La prédominance, ce sont vraiment les 3 premiers liens qui vous amèneront aux appels à projet. Et j'aime beaucoup aussi connaître l'IIC Accelerator plus en détail, qui vous donne le plan d'action de l'IIC en 2021. Et comme ça vous permettra peut-être d'avoir encore plus d'informations sur comment fonctionne et quels sont les objectifs de l'IIC pour 2021. Voilà. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation de Didier? N'hésitez pas à écrire dans le chat ou à prendre la parole. On est à votre disposition. Oui, Richard Forest, j'en ai une. Oui, vous écoute. Oui, bonjour. Donc, nous, on fait des bateaux volants. On a une forme de maturité sur des bateaux déjà de 8 mètres et on voudrait vraiment développer un plus gros navire. Donc, j'ai une question sur la présélection parce que j'ai sûrement mal suivi, mais j'avais lu qu'il y avait 98% des gens rejetés au premier dossier. Et vous pouvez juste réexpliquer ce que c'est que la présélection et quel est le volume qui est attendu? Oui. Alors, les 80, il faut être bien clair. Sur la présélection et la sélection, présélection, il y aura 30% des dossiers qui sont acceptés. Sélection, il y aura 30% des dossiers qui sont acceptés. Okay.
C'est la présélection et la sélection. Dans le format passé, c'était 98% des sociétés rejetées se faisaient rejeter à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment là qu'il faut bien travailler sur les dossiers. Au niveau de la présélection, vous avez un document de 5 pages à produire, un pitch deck, donc des slides investisseurs sur votre société, et une vidéo de 3 minutes avec votre équipe. Okay. Sur le dossier de 5 pages, vous allez remplir à travers d'un portail IT online, et vous allez répondre aux questions que j'ai présentées plus tôt. Je pense que c'est la slide 22, si je ne me trompe pas. Vous avez les différentes questions auxquelles vous devez répondre. Ouais, ok. Et cette présélection, elle est valable quelle que soit l'enveloppe, entre guillemets, qu'on cherche à adresser, c'est-à-dire que ce soit juste la subvention ou alors que ce soit aussi l'equity, peu importe. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Votre présentation était très bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois qu'il y a une autre question. Comment appréhendez-vous la difficulté technique ou de marché d'un dossier, c'est-à-dire un marché que vous ne connaissez pas ou un produit difficile à comprendre, par exemple, qui répond à un besoin que vous ne connaissez pas? Oui, alors la façon, ça pose la question de la sélection des experts pour les dossiers. Chaque expert, dans son profil, donne des domaines dans lesquels il se sent plutôt à l'aise. Et chaque dossier se verra allouer le pool d'experts par rapport aux mots-clés qu'ils vont donner par rapport à leur projet. Okay, donc, on parlait de bateaux à voile, donc on peut parler, il y a sans doute des mots-clés c'est des bateaux avec foiler, peut-être avec foil, il y a peut-être une sélection qui indique qu'on va dans cette direction-là. Et donc, il y aura un match qui va se faire. Et donc, il y aura le pool d'experts qui va avoir un degré de familiarité avec le projet. Comme moi, je suis... Comme une fois l'EIC Accelerator essaye de réunir une diversité d'experts sur les dossiers, moi j'ai plutôt le côté donc background financier, mais il y aura sans doute dans les autres experts des gens qui auront comme background technologique. Et c'est pour ça que dans votre dossier, et même si vous avez, comme c'est le cas, même si vous avez quelque chose qui est vraiment innovant, qui s'est peu vu sur le marché ou n'a pas encore été vu, d'autant le besoin d'être très clair dans l'explication et d'éviter de tomber dans un jargon d'initié, essayer de poser les bases de votre projet et qu'il soit suffisamment compréhensible pour l'expert. C'est un travail de communication. Le dépôt de dossier, c'est vous allez communiquer sur votre dossier. Ensuite, vous allez avoir, quand vous serez au niveau du jury, vous allez avoir des questions beaucoup plus serrées avec le jury sur la technologie, etc. Il y aura peut-être même des allers-retours. Mais dans le dossier, au moment du dossier, il faut vraiment que vous soyez vraiment très très bon sur la communication de ces innovations que vous faites. Donc, pour résumer, premier travail de l'EIC Accelerator, ils font un tri pour essayer de faire un match autant que possible. Deuxième travail, c'est sur vous d'expliquer exactement et clairement de quoi il en retourne avec votre projet. Alors, peut-être un élément aussi, peut-être, mais je sais, je vais mentionner ça, je sais que l'EIC Accelerator entend aussi utiliser l'intelligence artificielle pour fournir plus de données aux experts dans certains domaines. Mais ça n'a pas encore été testé, je ne sais pas exactement de quoi il va en retourner. On a deux autres questions. À la question « Pourquoi vous ne pourriez pas faire sans l'EIC ?» Faut-il présenter brièvement une stratégie timeline sans l'EIC et la comparer avec celle présentée dans le dossier? Oui, vous pouvez, tout à fait, c'est une très bonne idée. Hein. Je n'ai jamais vu faire ceci. Généralement, les gens disent en gros, on a essayé de faire des levées de fonds. Alors, on a été, comme je disais assez longuement, c'est qu'ils ont réussi avec des seed funds, mais ils ne peuvent pas les suivre. Ou d'autres disent, voilà, on a essayé et ça ne passe pas.
parce que le caractère est trop innovant, trop risqué, etc. Donc, c'est pas. Je pense honnêtement que ce n'est pas une difficulté énorme quand même de démontrer la nécessité de faire appel à l'IIC. Alors, il y a une autre question en termes de ce qu'on va demander à financer dans les projets. Est-ce que ce demande de financement, on doit l'orienter plutôt sur des développements techniques ou plutôt sur la partie développement commercial? Qu'est-ce qui est le mieux ressenti par les évaluateurs? Eh ben, en vérité, l'un et l'autre. Parce que l'idée de l'IIC Accelerator, si vous vous rappelez les différents 3 blocs de TRL, l'IIC Accelerator va vous faire passer d'une technologie qui est plus ou moins maîtrisée vers la commercialisation. Donc, il faut déjà qu'on sente l'aspect commercial. Généralement, souvent, on voit point de vue technologique. On doit développer des exemples. J'ai eu des développements de solutions dans la fintech, par exemple. J'ai souvent des projets de développement sur l'intégration de nouvelles langues, etc., quand ils utilisent de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de technologies, mais il faut avoir un volet commercial. Mais est-ce que c'est... Si jamais vous êtes déjà en TRL 9, donc là, vous allez plutôt être dans les cas exceptionnels. TRL 9 peut être financé par l'IIC Accelerator. Le TRL 9, on va s'attendre plus à ce que ce soit sur le commercial. TRL 8, on va s'attendre aussi que une commercial doit prendre une grande part du projet. Si vous êtes à 5-6, on comprend tout à fait que c'est encore plutôt technologique, votre demande. D'accord. On a peut-être le temps de prendre une dernière question, si quelqu'un le souhaite. N'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être juste Oui. pour compléter la question précédente, Didier, donc si dans le dossier on insiste principalement sur les développements technologiques, ça va représenter plutôt la partie subvention. Et si au contraire, dans le dossier, on a surtout des besoins sur la partie commerciale, là ce sera l'equity et la subvention ne pourra pas financer le projet, c'est bien ça? Bah oui, on va dans cette direction, hein. Plus on va vers le TRL 9, plus on s'attend à ce que l'equity prenne de l'ampleur, en gros, hein. C'est-à-dire que disons, la substance, c'est que la subvention, c'est plutôt des TRL plutôt bas, et equity, c'est plutôt des TRL élevés. Et c'est ce que l'on retrouve aussi dans l'histoire du venture capital en Europe, hein. C'est-à-dire que les venture capitalistes, avant 2000 ou au début des années 2000, mettaient beaucoup d'argent en développement technologique, et puis après se sont plutôt mis sur la commercialisation. Et ça se retrouve. Et puis même, tu parlais, Pauline, du co-investissement pour attaquer le marché et avoir des investisseurs privés. Il faut plutôt avoir un risque commercial que technologique pur. Très bien, merci. Et par contre, dans le dossier, il faut toujours quand même avoir une stratégie commerciale bien claire, même si ce n'est pas forcément demandé en grande partie avec l'equity. Enfin, c'est une partie quand même importante du dossier qu'il faut bien détailler. Avec des... Ouais. Si vous voulez vous différencier, pensez-y. Parce que souvent, généralement, les dossiers avec des TRL plutôt bas et avec des équipes qui ont un background technologique, soit oublient ou décrivent très peu ce qu'ils vont faire en termes de commercialisation. N'oubliez pas que l'objectif de l'IIC, c'est d'amener des projets sur le marché. On veut de la commercialisation. C'est vraiment le mantra de l'IIC Accelerator. Donc, même si vous avez un TRL 5 et 6, il faut déjà avoir un squelette d'approche commerciale. Et même aussi en disant, bah voilà, quand on va commencer, quand on aura fini cette partie, on va attaquer la commercialisation par-ci, par-ça. Il faut que ça apparaisse d'une façon peut-être pas hyper développée quand vous êtes avec des TRL bas, mais d'une façon structurée et convaincante, et vous montrer que vous avez compris les règles du jeu, quoi. Et que le but du jeu, c'est d'amener ça sur le marché en bonne et due forme pour l'IIC Accelerator. Pierre, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions.
Non, pas d'autres questions dans le chat. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer, finir ce webinaire. Et je vois qu'il est déjà 12h30. On avait simplement une dernière slide, c'est pour vous présenter, si vous n'êtes pas au courant, qu'il existe des financements de BPI France pour le montage du dossier. C'est important de l'avoir en tête également. BPI France peut financer à hauteur de 50% les frais d'un cabinet conseil pour la rédaction d'un dossier EIC Accelerator. Donc, généralement, quand même, on conseille aux entreprises de faire appel à un cabinet sur la rédaction si vous n'avez pas forcément suffisamment de temps à y consacrer, ni l'habitude de rédiger ce type de dossier en anglais, c'est quand même assez lourd, donc c'est bien d'avoir un soutien extérieur pour la rédaction. Donc voilà, gardez-le en tête qu'il existe cette aide, donc à 50% avec un plafond d'aide pour une prestation limitée à 20 000 € hors taxe. Et puis, bien sûr, il ne faut pas hésiter non plus à revenir vers les membres du réseau Noé pour une relecture du dossier de candidature. On se complète très bien avec les cabinets conseils, comme je le disais en introduction. Vous avez nos contacts à la dernière slide que vous pourrez retrouver avec la présentation qu'on va vous envoyer. Voilà, donc il me reste à vous remercier Didier pour cette intervention donc, très riche et qui a, je l'espère, apporté beaucoup de conseils pratiques à toutes les entreprises participantes ce matin. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne Merci. fin de journée. Merci aussi. Merci, au revoir.